de la justice par les procureurs près à la Cour de cassation. Que peut-on retenir de ces deuxièmes auditions? Quelle sera la suite pour le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Constant Moutamba? On en parle dans cette émission avec Maître Cédric Ntoumba, que je dis bonjour. Bonjour Monsieur Daniel Roland, bonjour à ceux qui nous suivent et puis je remercie tant vous personnellement pour votre invitation et puis je remercie aussi ceux qui ont prêté l'attention soutenue à cette belle échange. Alors, tout au long de cette émission, voulais-je dire avec Maître Cédric Ntoumba, on va aussi revenir sur les cas Matata Mponyo. Vous le savez, l'ancien Premier ministre qui a été condamné par la Cour constitutionnelle à 15 ans de travaux forcés, 10 ans plutôt de travaux forcés, avec une arrestation illico presto à 8 jours. Passé aujourd'hui, plus de 8 jours, Matata Mponyo, dont son parti politique a été annoncé d'être porté, à être disparu. C'est bien qui devrait être saisi comme annoncé par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ces biens sont saisis ou pas? C'est une question qui mérite d'être posée. Mais tout avant qu'on parle de Constant Moutamba ou encore Matata Mponyo, messieurs et dames, vous qui nous suivez de partout, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Mais je disais tout d'abord, avant qu'on parle de Matata ou de Constant Moutamba, je vais d'abord laisser l'amabilité Maître Cédric comme Congolais de donner son opinion en quelques minutes en ce qui concerne cette rencontre entre les présidents Tshisekedi et Martin Fayulu, quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et que beaucoup ne s'y attendaient pas au vu du passé de ces deux politiciens congolais, les voir se rencontrer. On parle aujourd'hui de la cohésion nationale. Est-ce que cette rencontre va certainement aider qu'on puisse iser ou créer la cohésion nationale entre les Congolais, justement pour faire face à ces complots internationaux de la balkanisation de notre pays? Maître Cédric Ntoumba. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. En fait, en réalité, il faut toujours avoir voix au chapitre sur les questions des enjeux de l'ère. Et l'actualité a été bien entendu dominée par, ou marquée par cette rencontre entre M. Félix Tshisekedi, le président de la République, et M. Martin Fayulu. Et de cette rencontre, nous avons remarqué que M. Martin Fayulu est toujours caractérisé, qui a toujours été caractérisé par, comment expliquer, par en fait, une certaine, il est statique, allais-je dire. Et M. Tshisekedi a toujours été dynamique. Et M. Martin Fayulu, il s'adapte difficilement à l'évolution des enjeux de l'ère et parfois il n'adopte pas la bonne politique pouvant se coïncider ou bien pouvant correspondre à l'évolution naturelle des choses. Alors ça, c'est une caractéristique que moi je retiens de Martin Fayulu. À partir des actes qu'il a eu à poser par le passé. Et puis, autre chose, c'est que dès les rencontres, j'ai pu comprendre que Martin Fayulu a compris que la donne a changé et qu'il faut s'adapter à l'évolution naturelle des choses et aux enjeux de l'ère. Et au regard de l'évolution de la politique actuelle, il s'est formé par usage un camp où certains politiques appuient les rebelles du M23, le M23 et les AFC, et certains autres qui sont en tout cas en vase clos, et d'autres aussi cherche à appuyer la vision du chef de l'État et sa politique des choses. Alors, à cet état de choses, nous avons remarqué que M. Franck Diongo, il est parti, un politicien de sa trempe qui a quand même accepté d'appuyer le M23. On ne connaît pas la raison qui sous-basse ces prétentions.
Mais néanmoins, nous remarquons aujourd'hui Fayulu qui clamait et râlait toujours sur la vérité des urnes, a compris que la vérité des urnes est un sujet absolument suranné, qui n'apporte aucun changement dans la politique actuelle des choses, et qu'il serait mieux de pouvoir appuyer le chef de l'État dans sa vision, parce que entre la patrie et les appétits gloutons dans la politique, le choix est clair. Et donc, il est question de consolider non seulement les acquis, mais aussi mettre ensemble l'effort ou les efforts communs, de telle sorte qu'ils puissent voir comment détourner ou comment contourner les plans de l'ennemi. Plutôt que de vivre en vase clos et laisser le peuple mourir, plutôt que de laisser M. Félix Tshisekedi faire les choses selon sa vision, mieux aurait été que nous puissions l'appuyer, parce que il faut savoir que M. le Président de la République, c'est un homme qui a un certain dynamisme caractérisé. Et il est trop fertile et perméable aux négociations. Pourquoi? Il négocie bien avec ceux qui lui tendent la main. Seulement, j'ai remarqué que la négociation marche que lorsque les deux négociants ont le même esprit. C'est-à-dire, vous devez conclure des accords, non pas avec des personnes qui sont appelées à rendre l'exécution de cet accord impossible, mais avec des gens qui ont l'âme, n'est-ce pas, dont l'âme et l'esprit reposent sur cet accord. Donc avec des personnes qui sont de bonne foi. Mais malheureusement, dans notre politique, vous voyez parfois Fachi, quand il tend la main, c'est Fachi qui a l'impérium. Lorsqu'il conclut un accord, en réalité, je ne vois pas pourquoi il doit conclure un accord, mais avec des idées de niaiserie, avec des idées, soit de saboter l'accord. C'est toujours ceux qui lui tendent la main, lui qui a l'impérium, qui parfois viennent sous prétexte de se mettre ensemble, mais ils viennent avec des agendas cachés. Donc, ce que l'on refuse souvent, c'est de venir parfois appuyer les chefs de l'État, mais avec des agendas cachés. Parce que dans la politique et au regard de l'évolution actuelle, ou même passée du premier mandat, je retiens qu'en politique, il y a trop de malhonnêteté et il n'y a pas une certaine sincérité. En tout cas, la mauvaise foi bat son plein. Il n'y a pas de cadeaux comme on dit en politique. Hein. Ceux qui viennent pour se mettre ensemble et travailler pour une solution durable, ils viennent avec des agendas cachés, ce qui ne permet pas en réalité la bonne marche de choses. Alors, j'aurais voulu que Martin Fayulu, qui a préféré étendre la main à M. Félix Tshisekedi, qu'il ne soit pas seulement celui qui est venu pour se mettre ensemble, gagner un gain en raison justement du poste qu'il pourrait acquérir au regard de la formation politique à venir, mais qu'il puisse mettre au centre du peuple l'intérêt général. Vous savez, M. Daniel Roland, il y a certaines évidences qui ne mentent pas. En ce sens que, combien de fois, nous, peuple congolais, avons été nourris de tant d'espoir, si et seulement si l'UDPS prenait les pouvoirs. Combien de fois le peuple congolais s'est dit attendre toujours quelqu'un qui pourra le nourrir d'espoir. Nous avons vu Kabila faire preuve de plusieurs, non seulement débauchages, mais en tout cas, il prend tel membre d'un tel parti politique justement pour appuyer son action. Mais nous remarquons que pendant qu'il prend ses membres, pendant qu'ils se mettent ensemble, sous prétexte de faire un gouvernement d'union nationale, machin, peu importe la coloration politique ou la dénomination qu'on peut donner à cet assemblage, mais le problème c'est que dans l'œuvre,
les personnes qui sont désignées n'ont pas le cœur dans l'œuvre. Donc, la politique peut faire en sorte que nous puissions nous réunir, travailler ensemble. Ce n'est pas que pour les gains. Il faut mettre l'intérêt du peuple au centre de toutes les actions politiques. Donc, M. Martin Fayoulou, c'est bien. En tout cas, moi, je me dis, les paroles demeureront infructueuses si elles ne se mettent pas en action. Donc, il serait beaucoup mieux que M. Martin Fayoulou puisse mettre en action, n'est-ce pas, la politique qu'il se fixera avec M. Félix Tshisekedi. Et puis, à part ça, que M. Martin Fayoulou n'ait pas des agendas cachés derrière leur collaboration avec Tshisekedi. Et je crois que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a été, en tout cas, il a fait preuve d'une grande joie, d'une immense joie, lorsque M. Martin Fayoulou lui a tendu la main. C'est ce qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, beaucoup de gens aussi s'y attendaient les moins, mais c'est quand même réalisé. Qu'est-ce que nous devons avoir, qu'est-ce que nous devons attendre de cet échange, de cette assemblée, de cette réunion? Nous attendons justement les meilleures choses. Donc, d'une part, les peuples d'abord, mettre au centre l'intérêt du peuple. Et nous attendons aussi de mettre, n'est-ce pas, de mettre à néant ou anéantir tout ce qui concerne le politique factuel des détournements. Qu'il nous évite un peu d'entendre ces détournements. On a un certain nombre d'espoirs sur Fayoulou, sur Fachi, mais il y a une autre donne, c'est que c'est Kabila qui avait donné à M. Félix, n'est-ce pas, c'est le peuple qui a voté, excusez-moi, Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou réclame bien entendu son poste, il dit que non, écoutez, c'est moi qui ai été voté, ce n'était pas toi. Donc, réclamation de la vérité des urnes. Mais au-delà de ça, ils ont su se dépasser. Et nous, le peuple congolais, nous avons un regard fixé sur l'avenir et sur les actions de l'ère politique. Je crois que faire les choses en mettant au centre l'intérêt du peuple et faire les choses avec une certaine dose d'honnêteté et de sincérité nous aidera mieux. Merci beaucoup, M. Sedin Toumba. On va revenir sur la première thématique de notre émission. Ça veut dire on va commencer par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a été auditionné pour la deuxième fois, c'est vendredi. Lui qui a passé beaucoup des heures au bureau du procureur général près la Cour de cassation. Beaucoup se posent la question, deuxième édition, pour quelle suite, comment les choses vont s'évoluer. Vous allez faire l'analyse, justement, donner votre avis juridique par rapport à ces deuxième audition, audition plutôt du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. En fait, en réalité, le ministre Constant Mutamba, il doit faire preuve de maturité et responsabilité. Et nous, qui sommes jeunes, nous devrions avoir en tête que lorsque on nous confie certaines responsabilités étatiques, nous portons sur nos épaules la réputation de jeunes qui n'ont pas acquis cette responsabilité ou ces responsabilités. Donc, comme pour dire qu'il faut bien faire les choses, protéger ses arrières, faire preuve de sagesse. Parce que, comme qui dirait, que l'homme sage a su éviter le problème que l'homme intelligent résout. Donc, et quand l'homme intelligent résout un problème, c'est-à-dire que l'homme intelligent laisse arriver un problème et puis il ne sait même pas s'il trouvera la solution, mais il continue à chercher des mécanismes résolutoires des problèmes. Et peut-être que la solution n'interviendra pas et que le problème sera aussi insoluble. Mais l'homme sage est celui qui a su éviter l'arrivée du problème. Donc, monsieur le ministre Constant Mutamba, il doit savoir que lorsque vous êtes concerné dans une instruction judiciaire, le meeting politique, le populisme, la réunion
avec des membres de partis politiques, avec les membres, le personnel du ministère de la Justice, tout cela ne font que lézarder les choses. Et peut-être, ça va encore miner davantage vos propres intérêts. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice, quand il est sorti du parquet général, personne n'a assisté à l'instruction à part ses avocats. Et il doit faire preuve de tant de sagesse, tant de dextérité. Pourquoi? Parce que quand vous sortez d'une instruction absolument secrète, vous donnez l'impression d'avoir été libéré, d'avoir été, en tout cas, d'avoir été dans ces 31, pouvant faire ce que bon lui semble. Parce qu'en sortant du parquet général, nous avons vu les ministres de la Justice toujours les mains en l'air avec les signes de victoire. Et une victoire contre qui? Contre qui? Il se bat contre qui? Le ministre de la Justice ignore. Peut-être qu'il fallait qu'on le lui rappelle par ses avocats. Il est auditionné par monsieur l'avocat général Kaluila. Et Kaluila, c'est celui qui fut procureur général au parquet général Kinshasa Matete. C'est celui qui arrêta en son temps Vital Kamerhe. Donc, de pareilles personnes qui sont, dont la personnalité est beaucoup plus marquée par la rigueur dans l'instruction, et la personnalité est marquée aussi par le fait de ne pas tenir compte de certaines, en tout cas, interférences politiques et autres, il devrait absolument faire preuve de discipline. Et je pense d'ailleurs que la deuxième invitation qui lui a été lancée, c'était justement pour faire voir au ministre Constant Moutamba que tu es dans des beaux draps. Tu ne peux pas en réalité donner l'impression au monde que le parquet fait son travail avec extrême légèreté parce que vous êtes ministre. Parce que si vous sortez du parquet général sur un dossier qui fait, ou dont les bruits retentissent tout le temps à nos oreilles, le peuple ou le petit peuple a le risque de croire que vous avez peut-être graissé la patte à la dent du procureur. Et qu'il faut éviter de faire preuve des signes de victoire et autres, non. Il faut éviter de faire des signes de désapprobation de l'instruction ou d'approbation. Il faut laisser courir les choses telles quelles, c'est-à-dire que les choses prennent l'air court jusqu'à leur aboutissement. Il doit être serein. Alors, c'est pourquoi vous avez remarqué, c'est peut-être un prêt d'intention, mais excusez-moi, je m'en vais le dire parce que la psychologie, c'est aussi le comportement. Il y a aussi la psychologie judiciaire. Celle qui doit étudier les comportements, n'est-ce pas, des hommes de droit et autres. Donc, dans le domaine judiciaire, il y a l'attitude du magistrat qu'on doit aussi étudier. Comment comprendre que Tunda Kasena, ministre de la Justice en son temps, vous vous rappelez, oui, lorsqu'il a été entendu au parquet, tu sais l'heure à laquelle il a été libéré? C'était à 23h01. Ouais. Nous tous suivions en notre temps, en ces temps-là, cette procédure. Personne n'était à l'intérieur. C'est de là d'ailleurs que découla l'expression « vous n'allez pas nous intimider ». Vous vous rappelez? C'était ça. Et si Constant Moutamba est venu pour la première fois, à laquelle on l'a entendu, on l'a libéré dans moins de 2 heures, moins de 3 heures, il devrait se servir des exemples passés pour se dire
que, en tout cas, je ne veux pas faire preuve du populisme habituel. Parce que le populisme, c'est son habitus. Mais néanmoins, quand il est parti, et puis quelques jours après, vous avez vu, on a rappelé Constant Moutamba. Et puis en le rappelant, il a été entendu, il a été libéré à 22h, entre 22h et 23h. En nous créant des embouteillages au boulevard. Et la police était venue, et là, dans le cadre bien entendu du rétablissement de l'ordre ou du maintien de l'ordre public, la police est venue pour repousser ces militants qui étaient parfois, entre guillemets, ramassés ici et là. Je ne les qualifie pas des ramassis de la société, mais hein, des adeptes de Constant Moutamba. Mais oui, parce qu'on a vu des mamans, on a vu des papas, des mamans comme membres de son parti politique. Bon, ça paye des fois douter. Ok, vous pouvez continuer, maître. Alors, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, les avocats et les magistrats peuvent comprendre même, c'est là mieux que les communs des mortels. Parce que on vous libère. Vous partez, plutôt que d'être serein, de garder silence, vous vous sortez en donnant l'impression que vous avez vaincu. N'est-ce pas? Comme pour dire que je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Comme avait dit, c'était la phrase de César. César. Donc, c'est vraiment l'impression qu'avait donné Constant Moutamba. Et du coup, pour essayer d'extirper dans le tête des gens que l'instruction s'est passée avec extrême légèreté, on a rappelé Constant Moutamba et on l'a libéré très tardivement. En fait, est-ce que vous avez vu Constant Moutamba faire encore ces mêmes bruits-là? C'est vrai qu'il est rentré un peu tardivement, mais vous remarquerez déjà que sa figure était un peu, je dirais, son visage était défiguré. C'est-à-dire son attitude n'était pas celle d'une personne qui vient de vaincre un combat, mais celle d'une personne qui a été mise devant certaines évidences. C'est vrai que l'instruction est secrète. Mais j'avoue, monsieur Daniel Roland, que l'instruction, quand elle est secrète, Constant Moutamba, en tant qu'avocat, devrait aussi faire preuve, en tout cas, de sagesse. D'où je mérite d'ailleurs les rappeler ici, que lorsque vous êtes entendu, surtout, vous demanderez à plusieurs avocats. Beaucoup d'avocats, quand ils voient les magistrats envoyer l'invitation ou la convocation pour que leur client se présente le vendredi au parquet, les avocats ils font obstruction à la justice. C'est-à-dire, ils disent à leurs clients de ne pas venir. Parce qu'ils savent que si le magistrat te retient le vendredi, non seulement que le vendredi, le samedi est une journée non ouvrable pour le magistrat, mais aussi le dimanche l'est aussi. Voyez-vous? C'est pour dormir. Ce qui voudrait dire que si mon client part le vendredi, j'aurai le risque d'entamer les formalités de libération le lundi et dont je ne sais pas non plus si ça va aboutir ou pas. Vous vous imaginez? Alors qu'on a appelé Constant Moutamba le vendredi, on ne pouvait pas l'arrêter. Ça, c'est normal. Parce que on a autorisé l'instruction, n'est-ce pas? Et l'autorisation de l'instruction ne donne pas lieu à une certaine arrestation. Sauf, je l'ai dit bien, lorsque c'est lui dont l'instruction a été autorisée par le Parlement a refusé d'obtempérer à une invitation, à ces moments-là, le magistrat ne va pas restreindre sa liberté, mais le magistrat peut décerner contre lui le mandat d'amener. Et le mandat d'amener là va justement aboutir à l'arrestation de la personne de là où il se trouve et l'amener pour répondre à l'invitation devant les magistrats et n'ayant pas obtenu, n'est-ce pas, n'ayant pas fait la requête de mise en accusation du ministre, parce que j'entends les gens dire, je ne comprends pas si ça résulte de quelle planète, au nom Constant Moutamba, comme on l'avait instruit, on a autorisé l'instruction, du coup il reste la levée des immunités. Alors qu'en réalité, le droit congolais voudrait qu'après l'autorisation d'instruction,
vient, n'est-ce pas, si le procureur réalise qu'il détient des preuves absolument concordantes et qu'il pèse sur Constant Moutamba un faisceau d'indices sérieux de culpabilité, en réalité, il va procéder par le procureur va procéder par une requête de mise en accusation du ministre. C'est cette requête-là, si le Parlement autorise aussi la mise en accusation, le procureur peut arrêter Constant Moutamba, le mettre sous le mandat d'arrêt provisoire et puis le mettre sous détention préventive. Mais néanmoins, pour le ministre, nous le savons bien qu'ils sont astreints à la résidence surveillée. Donc, l'aire de détention préventive est qualifiée de résidence surveillée. Et au Congo, parfois, il y a de ceux-là qui sont placés en résidence surveillée. Il y a de ceux-là aussi qui sont naturellement, n'est-ce pas, destinés à être en résidence surveillée, mais qui sont envoyés parfois à Makala. Au regard justement je dirais, enjeux politiques, au regard de plusieurs éléments. Donc, vous comprenez, monsieur Néa Roland, que la deuxième fois à laquelle le Constant Moutamba a été entendu, il en avait eu pour son compte. Il a vraiment compris que là, on commençait à atteindre maintenant la vitesse de croisière. Donc, bref, pour le dossier dont il est poursuivi, je ne sais pas dire, comme je vous l'avais d'ailleurs dit l'autre fois, que le détournement est absolument réalisé. Voyez-vous pourquoi? Parce que d'après moi, il faut que le procureur arrive à prouver d'abord qu'il n'existe pas d'autorisation du Conseil des ministres permettant à Constant Moutamba de détourner, n'est-ce pas, excusez-moi, de changer le fonds destiné à la réparation de victimes de Kisanga. Mais la lettre autrefois de la primature peut aussi essayer de les clouer. Vous avez vu cette lettre où la première ministre disait qu'elle n'avait pas autorisé Constant Moutamba de conclure à ce marché gré à gré. Et il avait dit d'attendre d'abord, mais lui, comme il a pensé qu'il s'agissait d'indigence, il a voulu faire les choses selon lui, selon sa manière. En fait, il faut comprendre une chose. La première ministre avait fait, je crois que le président semble-t-il qu'il n'était pas là, oui, au jour auquel s'est rapporté cette réunion du Conseil des ministres, parce que de toute manière, même si les autres les qualifient on sait qu'en réalité c'est une réunion du Conseil des ministres. Quand tous les ministres se sont réunis, la première ministre peut présider cette réunion. Mais on sait que lorsque le gouvernement, n'est-ce pas, lorsque l'exécutif s'est réuni au Conseil des ministres, le président de la République en tant qu'institution, c'est lui qui préside. Mais quand il n'est pas là, c'est normal que le Conseil, que la première ministre puisse gérer. Donc, à cette réunion-là, d'après Constant Moutamba, parce que, M. Néa Roland, vous savez, la Constitution dit « Toute personne qui a commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce qu'il soit prononcé contre elle le jugement, n'est-ce pas, définitif. » Donc, à présent, nous avons la première ministre qui estime que Constant Moutamba n'a pas été autorisé. Mais je me pose la question, Constant Moutamba doit rapporter la preuve contraire. S'il ne rapporte pas la preuve contraire, consistant à sous-tendre sur le procès verbal du Conseil des ministres, auquel se rapporte bien entendu cette réunion-là, en réalité, Constant Moutamba sera absolument dit ce qu'il peut. Pourquoi j'ai dit ça? S'il y a le PV, en tout cas s'il y a le PV, s'il en a, entre guillemets, s'il a ces PV-là, assurez-vous que la première ministre n'aura pas raison. Mais je me pose la question. La première ministre, quand elle dit qu'elle n'a pas autorisé à Constant Moutamba de se faire, est-ce qu'en réalité, la première ministre, c'était à elle d'autoriser? Ça, je ne vois pas. Parce que au Conseil de ministres, que je sache, chaque ministre, n'est-ce pas, il y a des points à l'ordre du jour. Et chaque ministre, s'il a un besoin à exprimer au Conseil, il exprime le besoin. Et puis, le Conseil des ministres, si le président en trouve opportun, ils peuvent tolérer à ce qu'il fasse, que le ministre fasse ce qu'il entend. Mais, dans le domaine du marché public, l'autorisation devrait peut-être, n'est-ce pas, se rapporter
au marché à conclure. Parce que nous savons que dans le procédure des marchés publics, au-delà des avis des non-objections que la DGCMP doit donner, tous les contrôles administratifs qui interviennent dans le cadre du marché, il y a la première ministre qui doit nécessairement approuver le marché. Mais la loi aussi l'astreint à un certain délai pour se faire. Parce que nous avons entendu la première ministre dire, écoutez, j'exige que mon approbation y soit. Alors, Constant Moutamba, quoi qu'il soit parti vite en besogne, l'argent est logé sur les comptes bancaires de la société. On se pose la question, parce que, M. Daniel Roland, vous savez, même la loi reconnaît que l'arrestation, la poursuite d'une personne, elle n'est pas seulement tributaire de l'existence des indices sérieux de culpabilité, encore moins de l'identité douteuse, mais plutôt, ou de la résidence inconnue, mais plutôt de les exigences, des impératifs, excusez-moi, de la sécurité publique. Quand on dit des impératifs de la sécurité publique, ça veut dire quoi, M. Daniel Roland? C'est-à-dire qu'en réalité, pour les cas qui nous concernent, il y a nécessairement, on regarde le contexte, est-il opportun que le ministre soit poursuivi aussi bien pour tentative que pour détournement? Est-ce qu'il est opportun? La question de l'opportunité, ça renvoie aussi, n'est-ce pas, aux exigences politiques. Parce que le ministre Constant Moutamba a commis des erreurs absolument manifestes. Je l'ai dit tantôt, l'autre fois, que... Des erreurs, pardon, maître, tel que je vous relance parce que j'ai vu qu'on a soulevé quelque chose ici. On dit par exemple que la société Zion Construction n'est pas agréée par le ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, ITP. Elle ne dispose d'aucune personnalité juridique reconnue à son compte principal, n'est crédité que elle voulait dire 5 000 $ américains à la Robank représentant son capital. Elle n'a aucune expérience avérée dans la construction des maisons carcérales. Le ministre Moutamba n'aurait pas dû octroyer ces marchés de gré à gré à cette société. Cette compétence revient normalement au ministère des ITPR. Est-ce que là, nous ne sommes pas devant les fameux parallélismes de la forme et de la compétence, parce qu'on dit que ce n'était pas de sa compétence. Il fallait certainement travailler en collaboration avec le ministère de l'Infrastructure, parce que ce n'était pas à lui, comme ministre de la Justice, d'aller conclure un marché avec cette société pour construire cette prison. D'abord, il faut dire que les fonds qui ont été mis sur le compte de la société, c'est les fonds propres du ministère. Il appartenait au ministère de pouvoir, les fonds propres, c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans notre ligne des lignes budgétaires. C'est les fonds propres que le ministère a reçus et il appartenait au ministère de repartir ces fonds en autant de victimes qu'il y a. Alors, c'est au regard des bénéfices de ces fonds que le ministère a demandé au Conseil des ministres s'il pouvait, entre guillemets, désorienter ou délocaliser l'objet de ces fonds. Même si, M. Daniel Roland, la délocalisation ou la désaffectation de fonds était acquise, mais le problème c'est que, est-ce que des éléments tels que l'absence d'agrément de la société, aucune personnalité juridique, là, c'est entre guillemets, parce que la personnalité juridique, elle est acquise par quoi? Elle est acquise par l'obtention du numéro
RCCM, le numéro du registre des commerces et des crédits immobiliers. Si en réalité une société commerciale, des constructions soit-elle, a déjà son numéro au registre des commerces et des crédits immobiliers, cette société est réputée personne morale de droit privé. Elle peut poser tous les actes, mais seulement, comme on sait bien, que dans certains domaines, il y a toujours de conditions à parfaire. Par exemple, on vous dit que dans le domaine des constructions, il faut l'agrément du ministère de ZITPR. Mais le ministère de ZITPR n'est pas en réalité un ministère qui dispose de ces fonds. Non. Si le ministère de la Justice entend disposer d'un bâtiment, n'est-ce pas, avoir un bâtiment quelconque affecté à la prison, vous ne me direz pas qu'il faut effectivement le ministère des ZITPR. Le ministère des ZITPR peut venir pour le contrôle de l'œuvre, de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage public en tant que tel, au-delà de l'agrément. Mais une autre question, le marché public peut être conclu comment? Il est conclu soit par appel d'offres, lequel appel peut être public ou restreint, et il peut être conclu aussi de gré à gré. Et le marché de gré à gré ne sont pas restreints au montant, à telle enseigne que l'on puisse dire que comme ces marchés ici atteint tel montant, il faut impérativement que ça passe par appel d'offres international. En ignorant, si appel d'offres international peut-être au regard justement de sociétés qui doivent aussi concourir, mais tout le marché qui touche à la sûreté de l'État ne sont pas des marchés à conclure, monsieur Daniel Roland, à conclure par appel d'offres. Le palais de la nation qui a été construit ici à Kinshasa, ça a été construit par appel d'offres. Parce que si vous concluez le marché comme de la construction du palais de la nation par appel d'offres, donc vous allez aussi procéder à des critères de préqualification, des plans, n'est-ce pas, de maisons à construire, des bâtiments qui doivent être présentés, publiés, ainsi de suite. Tout ça, ça prend du temps. Vous mettez déjà la sûreté de l'État en danger. C'est pourquoi il y a des marchés, pour des marchés spéciaux, on ne les fait pas passer par des critères. Mais néanmoins, le marché spécial n'est pas exempté, n'est-ce pas, à certains contrôles administratifs préalables. Donc, par exemple, l'anneau de la Première ministre en tant qu'autorité de régulation des marchés publics et l'approbation, excusez-moi, l'anneau de la DGCMP, tout ça, ça concourt à un dossier complet. Mais le problème, c'est que lorsque vous dites que Constant Moutamba a donné les marchés à une société non agréée, à une société avec tout ce que vous avez dit, la patte d'expérience, ainsi de suite. Voici les problèmes qu'il y a. Les insuffisances de la loi de marché public font en sorte que l'on puisse dire que lorsque une société n'a pas rempli ces critères et que le ministre lui donne quand même le marché, en tout cas, il y a une présomption, comme je l'ai dit, des détournements. Mais monsieur Daniel Roland, il y a des gens, des responsables qui nous suivent, qui doivent savoir que toute société qui n'a pas, par exemple, d'expérience, qui n'a pas donné la garantie de bonne exécution, mais à qui l'on attribue un marché, cette violation de règles de marché public n'est pas sanctionnée pénalement. Je crois que je me fais comprendre. Ah oui. Elle n'est pas sanctionnée pénalement. Le ministère public, écoutez, le principe général de droit qui guide, n'est-ce pas, de pareils faits,
C'est le principe nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de crime sans loi. La loi, le ministère public peut se résoudre ou réduire l'absence d'agrément. Il dit en tout cas, il y a une coopération directe entre le ministre de la Justice et le bénéficiaire du marché, parce que le bénéficiaire du marché ne remplissant pas des critères, le ministre ne peut pas faire preuve d'ignorance de critères auxquels on peut attribuer un marché à une société. Le ministre ne peut pas ignorer que l'absence d'agrément donne lieu à la non-attribution du marché. Maintenant, la conséquence administrative est connue. C'est que quand une société n'a pas d'agrément obtenu par le ministère des ITPR, quand une société n'a pas fourni la garantie de bonne exécution, quand une société n'a pas d'expérience en la matière, quand une société, n'est-ce pas, parce que pour la personnalité juridique, je mets ça en quarantaine, parce qu'en réalité, un ministère ne peut pas attribuer un marché à une société inexistante, une société de fait. C'est un risque, un gros risque. Donc, ce sont de grands risques que prend le ministère. Et l'on a le risque aussi, monsieur Daniel Rolland, d'estimer que toute personne placée dans les mêmes circonstances et conditions ne pouvait en aucune manière donner le marché à une société qui n'a pas d'agrément, à une société qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas. Maintenant, est-ce que pouvons-nous conclure que cela vaut tentative de détournement? C'est cela le problème. Parce que, quels sont les actes d'exécution du détournement? Il faut que le fonds qui ont été mis sur le compte de la société ait été utilisé à une autre fin. Là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation stricte de la loi pénale. Maintenant, si le fonds n'a pas été utilisé à une autre fin, si par exemple, je donne un exemple, la société telle que vous la voyez là, elle prend, parce que vous savez, dans l'exécution du marché public, il y a beaucoup de choses, hein? Il faut qu'on se les dise. Il y a des gens qui gagnent le marché, mais qui sous-traitent d'autres sociétés pour l'exécution. Et vous voyez vraiment l'œuvre là qui est réalisée, mais vous ne vous dites pas que, vous ne sauriez pas que c'était un sous-traitant, en fait, excusez-moi, un sous-traité qui avait exécuté les marchés. Vous comprenez, monsieur Daniel Rolland? Maintenant, tout ça, ça permet d'éviter les supputations. Vous pouvez dire, nous devons être pragmatiques. C'est vrai que le vin tiré, il faut le boire. C'est vrai qu'il a attribué les marchés à une société qui n'a pas d'expérience. C'est aussi vrai qu'il a attribué les marchés à une société qui n'a pas donné la garantie de bonne exécution. Mais est-ce que cela suffit pour que nous puissions conclure à une tentative de détournement? Encore que, monsieur Daniel Rolland, en matière de tentative, il y a les actes préparatoires, monsieur Daniel Rolland, et les actes d'exécution. Les actes préparatoires, monsieur Daniel Rolland, sont ceux qui tendent à préparer, n'est-ce pas? Excusez-moi, on ne définit pas les termes par les mêmes termes. Mais en fait, sont ceux qui, je dirais, balisent les chemins à l'atteinte du résultat criminel. Comment? Monsieur Daniel Rolland, les actes préparatoires ne sont pas punissables. Vous voyez, si vous attribuez les marchés à une société qui n'a pas d'agrément, vous attribuez les marchés à une société qui n'a pas donné la garantie de bonne exécution. Tout ça, ce sont des actes qui préparent le détournement, par exemple. Mais l'on ne saurait pas directement dénicher que cet acte-là tend à préparer le détournement tant que l'on ne sait pas si la société-là, de quelle manière elle comptait exécuter ses marchés. Maintenant, pour que les actes-là soient punissables en droit, même pour telle autre infraction, il faut, je dis bien, en droit, pour que l'acte qui prépare la commission d'une infraction puisse être puni et faire l'objet d'arrestation et autres, il faut que cet acte constitue
en lui seul une infraction autonome. Je vous donne un exemple. Monsieur Daniel Roland, vous savez que vous pouvez aussi prendre une arme. Mais oui. Alors, si vous marchez avec l'arme, avec comment, un GP, ou un AK, on appelle ça AK-40, c'est quoi là? Vous marchez avec. C'est pas parce que vous marchez avec l'arme que l'on doit vous condamner pour assassinat ou tentative d'assassinat. Ou bien vous qualifiez d'un criminel. Meurtre. Pourquoi? Parce que l'acte que vous avez posé, excusez-moi, c'est un acte qui prépare ou qui peut rendre possible le meurtre redouté, l'assassinat redouté, mais elle ne donne lieu à aucune tentative. Parce que la tentative, monsieur Daniel Roland, il faut que l'acte posé par l'agent puisse être un acte qui tend directement à la consommation de l'infraction, mais seulement dont le résultat n'a pas été atteint en raison de la survenance d'une circonstance extérieure indépendante à la volonté de l'agent. Donc, M. Daniel Roland tient l'arme, il le braque sur ma tête, il dit, écoutez, ne bouge pas. Pendant qu'il voulait tirer, une jeep de police qui faisait la patrouille la nuit, passe, M. Daniel Roland ne tire pas, on l'arrête. Ça veut dire, on peut te condamner pour tentative de meurtre. Pourquoi? Parce que l'acte que tu as posé tendait directement à consommer l'infraction de meurtre, mais seulement ce sont les policiers qui sont passés et qui l'ont fait éviter. Mais non, dans la tentative, il y a ce qu'on appelle, ce que je disais, l'état préparatoire. Dans les actes préparatoires, M. Daniel Roland, on ne parvient pas à dénicher directement l'intention criminelle de l'agent. C'est ainsi que, dans les actes préparatoires, dans le cas d'espèce, on condamne celui qui détient l'arme, non pas pour tentative. Donc, la détention de l'arme est un acte préparatoire, non? Ça peut préparer le meurtre, ça peut préparer l'assassinat, mais la détention d'une arme ne sera pas punie de tentative de meurtre, plutôt, M. Daniel Roland, de port illégal d'armes. Donc, le détenteur de l'arme sera puni de port illégal d'armes. Vous comprendrez, M. Daniel Roland, que celui qui a détenu l'arme n'a posé que l'acte préparatoire. J'en viens maintenant dans le contexte de l'espèce. Constant Moutamba a attribué le marché à une société qui ne pouvait pas, en fait, qui n'a pas d'expérience en la matière. Il l'a attribué de gré à gré. Est-ce que la loi de marché public aurait, excusez-moi, Constant Moutamba principalement, serait puni des tentatives de détournement, même d'une telle autre infraction, si et seulement si la loi sur le marché public punit l'infraction, érige les comportements posés par l'autorité attributaire du marché. Le comportement, c'est-à-dire lorsque l'autorité attribue le marché à une société qui n'a pas d'expérience, à une société qui n'a pas donné une garantie de bonne exécution, à une société qui n'a pas la personne juridique et autres. Écoutez, on dit que tel fait constitue une infraction autonome prévue par la loi. C'est dans ces contextes-là qu'on vous reprochera et on vous condamnera. Mais dans le cas d'espèce, la loi sur le marché public n'a pas prévu, M. Daniel Roland, c'est là tel quel. Alors, comme les actes qui préparent les détournements, parce que, écoutez, on est dans une hypothèse où tout ce que vous allez dire contre la société sur la non-exécution du marché ne serait que des précipitations. Parce que nul ne scrute les enjeux de l'avenir. On est en train de croire à des règles de probabilité. On s'est dit, écoutez, ne peut construire une prison qu'une société de construction. Alors, le président de la commission, non, le président de la commission a dit que la société existe bel et bien. Mais seulement, il y a certaines conditions qu'elle ne remplit pas. En l'occurrence, il semble, entre guillemets, qu'il n'y a que 2 travailleurs. Il semble aussi qu'il n'a que le capital social de $5 000. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Maintenant,
Le fait d'avoir attribué les marchés à une société qui existe, mais qui n'a qu'un capital de 5 000 $, vaut-il détournement? J'ai dit non. Pourquoi, monsieur Laurent? Parce que vous risquerez de condamner les intentions. Or, le droit pénal ne scrute ni les cœurs ni les reins. C'est la matérialité des faits qui compte. On ne sait pas. Si la société vous dit, écoutez, moi, j'allais engager les gens qui devraient normalement exécuter ces marchés-là parce que j'ai un ingénieur. J'ai aussi un architecte. En réalité, je peux le faire sans problème. Qu'auriez-vous dit? Envie d'éviter que le supputation débouche à une certaine condamnation qui donnera lieu à l'insécurité juridique et judiciaire, le droit veut que les actes préparatoires qui ne permettent pas de comprendre, n'est-ce pas, ou de conclure avec certitude, de tirer de faits commis la conviction que l'infraction de détournement a été commise, ne peuvent pas faire l'objet de condamnation. Donc, M. Daniel Rolland, dans le cas d'espèce, même si la conscience universelle peut croire, peut dire que non, écoutez, peut croire à un certain détournement parce que il y a des évidences, oui, on comprend qu'il y a eu des erreurs manifestes consistant à attribuer les marchés à une société qui par nature pouvait ne pas exécuter cela. Ça, c'est une présomption de choses. Mais ces faits-là, c'est le fait d'attribuer le marché à une société qui ne vous donne pas la garantie, à une société qui n'a pas d'expérience. C'est un fait, monsieur Daniel Rolland, excusez-moi, qui rend, entre guillemets, possible un stade de tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la société ici, si elle avait cet argent, elle pouvait détourner cet argent ici à d'autres fins parce qu'elle n'a pas, par nature, cette expérience-là d'exécuter les marchés. C'est une supposition. Et le droit ne se résout pas dans des suppositions, mais dans des faits concrets. Et l'interprétation que nous devons faire sur le fait criminel commis doit être une interprétation, monsieur Daniel Rolland, concrète et non abstraite. Donc, pour que je conclue, c'est que les détournements dans ces dossiers, il y aurait que si et seulement si il n'y a pas eu autorisation de désaffectation de sommes d'argent, n'est-ce pas, de la réparation des prisonniers de Kisangani à un autre but. À ce moment-là, Constant Moutamba serait cuit. Mais si Constant Moutamba vous fournit le procès verbal du Conseil des ministres, rassurez-vous, monsieur Daniel Rolland, que tant que la société qui, bien que n'ayant pas d'expérience, bien que ayant un capital de 5 000 $, n'a pas du reste utiliser cet argent-là à une autre fin et que l'argent est sur son compte qu'à cette fin-là, il n'y a pas de détournement. Ça, c'est de 1, 2, 2. Même si aussi, monsieur Daniel Rolland, que le Constant Moutamba devait mettre sur le compte de la société 30% seulement, 30%, et que lui, il a mis plus de 60% d'argent sur le compte de la société, en réalité, cela ne vaut pas toujours détournement parce que les lois de marché public qui nous donnent les règles, qui nous donne le principe que vous devriez donner à la société 30%, n'ont pas donné la sanction pénale, n'ont pas prévu une sanction pénale, n'est-ce pas, particulière et autonome, n'ont pas érigé ces faits en une infraction particulière et autonome. Et le fait de ne pas le prévoir ne peut en aucune manière donner lieu à la conclusion, à la qualification de fait pour détournement. Pourquoi? On me dit un autre élément. Oh non, la société devrait préfinancer à hauteur de 30%. J'ai dit non. Ce n'est pas dans tout marché public, monsieur Daniel Rolland, que vous demanderez à tous les experts des marchés publics, ils vous le diront. Ce n'est pas dans tous les marchés publics que les co-contractants est obligé de préfinancer le marché. Sous réserve, je dis bien sous réserve d'une entente préalable prévu dans un contrat. Mais si cela n'est pas prévu dans un contrat, c'est l'autorité contractante ou attributaire du marché qui fixe les conditions. Il peut mettre 30% s'il ne les met pas. Je n'ai pas mis les 30% sur les comptes de la société, j'ai dépassé les montants, j'ai mis 60%. Est-ce que c'est pour rendre possible les détournements? Moi, j'ai dit non.
parce que le droit pénal ne peut pas en réalité, M. Daniel Roland, commencer à conclure sur des suppositions et des supputations. Il faut que le fait d'attribuer le marché, de déposer l'argent au-delà des 30% sur le compte du bénéficiaire puisse constituer en lui seul une infraction autonome et particulière. Voyez-vous? Donc, tous les actes préparatoires là n'ont pas été érigés en infraction autonome prévue par la loi des marchés publics. Mais, s'il y a des évidences, je vous ai bien dit et je le répète, s'il y a des évidences sur la délocalisation des fonds, vous avez pris les fonds ici, vous avez fait avec autre chose, rassurez-vous, M. Daniel Roland, qu'il n'y aura pas moyen que vous puissiez, que Constant Ntamba puisse s'en défaire. Alors, M. Céline Toumba, ça nous reste 5 minutes pour terminer l'émission parce qu'on a fait déjà 55 minutes. Ah, okay. On a vraiment en profondeur parlé de ce dossier de Constant Ntamba. C'était très important parce qu'il fallait donner les détails à ceux qui s'intéressaient ou bien continuent à s'intéresser à ce dossier qui est important pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Les 4 minutes qui nous restent, je vais vous les donner justement pour nous donner une idée, réagir concernant les dossiers Mme Tamponio parce que je ne voulais pas qu'on puisse garder ça pour les samedis prochains. Exactement. Alors que le samedi prochain, on aura déjà d'autres thématiques à aborder. Mme Tamponio, condamné à 10 ans de travaux forcés avec arrestation immédiate et la saisie des ses biens, mais depuis Matata, aujourd'hui porté disparu, vous avez suivi les communiqués de son parti qui se pose la question, c'est lié où est passé l'air dirigeant. Mais les gens se posent la question de savoir, mais au moment où Mme Tamponio est porté disparu, alors que la Cour avait ordonné son arrestation de lui et de ses biens, et après, qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qu'il faut retenir. La disparition d'un condamné, créé ou non, j'ai bien dit disparition d'un condamné, disparition créée ou non, disparition inopinée et inopérante sur l'exécution de la décision de justice. Inopérante pourquoi? Sur la condamnation des amendes ou sur la condamnation, M. Daniel Roland, sur la condamnation des amendes et sur la condamnation des dommages et intérêts au bénéfice de l'État, ça n'opère pas. Donc, si le greffier, parce qu'il faut avouer que la peine d'amende est exécutée par les greffiers et non par le ministère public, les saisies, n'est-ce pas, de biens du disparu peuvent être effectuées même pendant le moment où il est réputé disparu. Maintenant, lorsque le condamné disparaît comme ça, il y a une incidence sur la peine parce qu'on l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement. Et 10 ans d'emprisonnement, M. Daniel Roland, en droit, l'action en justice, c'est-à-dire que l'action publique, c'est prescrit, tout comme aussi la peine, elle s'est prescrit aussi. Quelqu'un, par exemple, qui est condamné en prison, peut faire l'objet d'une... En fait, peut ne plus être récupéré par la justice si et seulement si celui-là a disparu. Parce que le temps de 10 ans, M. Daniel Roland, quand il s'écoule sans que vous ne les trouviez, lorsqu'il reviendra, vous ne sauriez plus le poursuivre en justice. Et en même temps, un autre élément, c'est que on a condamné Mata Pogno à plus de 200 millions de dollars. Voilà. Ça veut dire que Mata Pogno peut faire l'objet, peut voir son université être saisie. On est passé par des temps où on a vu plusieurs biens, Kabila et autres, tout ça, perquisition, les autres là saisis. Mais il est possible que Matata Pogno voie pendant qu'il est réputé disparu. Mais un autre élément, s'il vous plaît, ça j'allais le relever.
le gouvernement en place, voire l'État, n'a pas d'intérêt à faire disparaître Matata Ponyo. C'est vrai qu'on a le risque de prétendre que sa famille qui est en train de regretter la disparition de Matata Ponyo, il est parti où? Que Matata Ponyo, que personne ne sait. Excusez-moi. Personne ne sait. Alors, en réalité, ça dérange. Alors, il y a un élément important que j'allais relever, c'est que est-ce que le gouvernement trouve opportun d'être en intelligence avec quiconque pour faire disparaître Matata? Ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ça. Pourquoi, M. Alain Roland? Parce que le gouvernement qui a déjà vu sa condamnation, n'est-ce pas, être prononcée, n'aura qu'à exécuter pour le mettre en prison. Parce que tous les condamnés à la peine des travaux forcés attendent toujours, exécutent le temps des travaux forcés là en prison. Puisque les mesures d'exécution ne sont pas prises. Vous voyez? C'est exactement ça ce que j'allais dire. Et j'allais aussi ajouter un élément qu'il faut savoir que la prescription de la peine aussi existe. On peut vous condamner, M. Lenronté, que vous êtes là. D'ailleurs, c'est la loi qui le dit. On peut vous condamner, mais en vous condamnant, on oublie que cette condamnation peut aussi faire l'objet d'une certaine prescription. Une peine d'une année, on vous condamne à une année d'emprisonnement. Pendant 2 ans, on ne vous trouve pas, n'est-ce pas? Parce que souvent, la prescription, M. Alain Roland, la prescription de la peine, c'est fait par les doubles du taux de la peine prononcée. Voyez-vous, on vous condamne à une année d'emprisonnement. Si vous avez disparu et que pendant 2 ans, on ne vous trouve pas, quand on viendra pour vous arrêter, vous leur opposerez la prescription. Parce que pendant tout ce temps-là, les gouvernements est à même de les chercher, les retrouver pour les mettre en prison, mais le gouvernement n'a pu faire ainsi. Donc, pour ma part, je réponds en tant qu'un homme qui a fait les droits pénals et criminologie, je pense qu'il faut éviter l'effet placebo. C'est-à-dire organiser les choses de telle manière que si on râle sur sa disparition, donc les gens vont croire qu'il n'a pas disparu pour se cacher contre la justice. Il n'a pas disparu pour faire obstruction à l'exécution de la justice, mais ce sont des gens qui doivent peut-être l'avoir enlevé, tout ça. Donc, pour ne pas prendre notre temps en otage, je crois avoir répondu à cette question de Matata Ponyo et que peut-être que c'est lui-même qui est derrière ça. Il n'a fait qu'organiser bien les choses. Vous concluez directement l'émission, maître. Donc, j'estime que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a intérêt à rechercher Matata Ponyo pour le mettre en prison. Et si Matata Ponyo a disparu, il faut savoir que la disparition en droit existe, M. Alain Roland, et l'absence aussi existe. Il y a un temps à partir duquel, quand on ne vous retrouve pas en justice, on va prendre ce qu'on appelle les jugements qui peut vous déclarer être décédé. Quand on ne vous trouve pas, on peut prendre un jugement déclaratif d'absence. Donc tout ça, c'est les droits. Donc pour comprendre que le gouvernement a intérêt à chercher Matata, s'il ne le voit pas, après 10 ans là, rassurez-vous que interviendra la pression de la peine. Mais on est dans un pays de surprises, agréables tout comme désagréables. Si et seulement si les choses se refait d'une autre manière, vous devez voir Matata Ponyo être gracié. Et quand il est gracié, qu'adviendra-t-il? Il va encore réapparaître. Merci beaucoup, Maître Chédric Ntumba, d'avoir répondu à notre invitation, à toutes nos questions. Je pense que vous étiez clair quant à vos explications en ce qui concerne les dossiers Mutamba et Matata Ponyo. Pour les gens qui nous appelaient, surtout vous qui restez en Europe, pour des explications, vous avez eu des explications claires et simples venant de Maître Chédric Ntumba en ce qui concerne les dossiers Matata Ponyo et à Constant Mutamba. Merci, Maître Cédric. Je vous remercie tant, monsieur Alain. Merci au maestro Issa Kazaka qui nous a aidé pour réaliser cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Que vive la République, que vive la RDC. On va se retrouver les lundis prochains pour le premier numéro de la semaine de cette émission.